Comment explique-t-on que les chauffeurs de taxi londoniens ont un hippocampe postérieur qui est plus développé que la population générale? Et que, comme par hasard, cet hippocampe postérieur sert justement à stocker en mémoire des représentations spatiales de notre environnement, par exemple des cartes de Londres, par exemple. Et, petite information supplémentaire, cette augmentation de taille, elle est d'autant plus importante que ces chauffeurs de taxi pratiquent cette activité depuis longtemps. Deuxième observation. Comment explique-t-on que des jongleurs expérimentés ont une densité de la matière grise qui est plus dense dans des régions qui sont impliquées dans la perception visuomotrice et également dans la coordination entre les yeux et les mains? Et si ces jongleurs arrêtent leur activité, sur le long terme évidemment, eh bien cette densité qui était avant supérieure, elle revient à celle de la population générale. Enfin, dernière observation. Dans des cas extrêmes d'épilepsie chez des enfants, on peut pratiquer ce qu'on appelle une hémisphérectomie, c'est-à-dire une ablation totale d'un des deux hémisphères, et celui en particulier qui contient le foyer épileptogène. Oui, on enlève un des deux hémisphères comme ça en Grèce. Eh bien, on observe que l'hémisphère restant compense en partie la perte qui est donc due à cette ablation. Il va compenser en fabriquant les réseaux nerveux qu'on retrouve habituellement donc dans l'hémisphère opposé. Bon, cette compensation est évidemment partielle. Et cette compensation, elle a tout de même un prix. C'est-à-dire qu'on va avoir une légère diminution des capacités cognitives qui sont de base sous-tendues par l'hémisphère qui reste. Mais ça compense quand même. Pourtant, ils ont plus que la moitié des cerveaux. Bon, de prime abord, les trois observations dont je vous ai parlé, elles n'ont pas grand-chose de commun. À la limite, on peut tout de même dire que nos jongleurs et nos chauffeurs de taxi londoniens, ils apprennent des trucs. C'est pas totalement faux, à vrai dire. Pourtant, il y a bien un phénomène qui est impliqué dans les trois observations dont je vous ai parlé. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer, si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente sur le cerveau, je vous mets une fiche, je sais pas où, je pense qu'elle doit être là, sur ma vidéo justement précédente, notamment pour que vous alliez checker la partie sur les cellules qui contiennent le cerveau. La vidéo précédente sert un peu de base, si vous voulez, à ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, commençons. Comme on l'a vu précédemment, les neurones sont incapables de se diviser d'eux-mêmes. Donc les neurones compensent par la possibilité de faire de nouvelles connexions synaptiques entre eux. Et cela se traduit par une croissance anatomique du neurone afin qu'il développe de nouvelles connexions synaptiques avec d'autres neurones. Pour vous montrer à quel point ce phénomène de plasticité cérébrale est important dans notre cerveau et qu'il est important mine de rien pour le développement et l'apprentissage, évoquons quelques chiffres du cerveau. Tout d'abord, 86 milliards, ou 87 milliards. C'est le nombre de neurones que l'on a dans notre cerveau quand on est adulte. Quand on a 25-30 ans. Quand on naît, on en a aussi 86 à 87 milliards. Donc, comme entre notre naissance et maintenant on n'a pas d'augmentation du nombre de neurones, c'est pas ça qui semble impliqué dans l'apprentissage ou dans le développement. Il faut donc compter autre chose. Comptons les connexions synaptiques. 1 million de milliards. C'est un 1 suivi de 14 zéros. Ça, c'est le nombre de connexions synaptiques qu'on a quand on est adulte à 25-30 ans. Quand on naît, on en a 10 fois moins. En gros, on en a 100 000 milliards. Bon, vous allez me dire, 100 000 milliards, c'est quand même pas mal. Oui, c'est le cas. Mais entre le moment où vous êtes né et aujourd'hui, si vous avez entre 25 et 30 ans, il y en a eu 900 000 milliards de plus. Quelque chose me dit que ça a à voir avec le développement et l'apprentissage. Après, je dis ça, je dis rien. Et donc, si vous avez compris, c'est un peu ça finalement l'effet de la plasticité cérébrale. Ça augmente le nombre de connexions synaptiques. Avant de parler phénomènes biologiques, parlons histoire. Tout d'abord, le phénomène de plasticité cérébrale,
ou plutôt devrais-je dire plasticité synaptique, a été observée pour la première fois par un médecin espagnol, Santiago Ramón y Cajal. Ouais, j'ai un bel accent espagnol. Et il a fait cette observation entre 1913 et 1914. Un peu plus de 50 ans plus tard, on a d'autres médecins, d'autres scientifiques, qui se sont intéressés à ce phénomène. En particulier, on a un Anglais, Jeffrey Reisman, j'ai un meilleur accent anglais je pense, qui a complété la description de Cajal. Au passage, il lui a apporté le doux nom de plasticité cérébrale. Et il a fait cette observation en 1969. Donc aujourd'hui, nous fêtons les 50 ans de la plasticité cérébrale. Joyeux anniversaire. Pour Reisman, la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions synaptiques, notamment après des traumatismes crâniens. C'est plutôt sympa. Une définition plus actuelle de la plasticité cérébrale serait de dire qu'il s'agit de la capacité du cerveau à s'adapter à notre environnement et en créant ainsi de nouvelles connexions synaptiques. Et quand je parle de cerveau, je parle évidemment du nôtre, mais de toutes les autres espèces animales qui possèdent un cerveau. Donc en gros, actuellement on sait que rien n'est figé, que tout est dynamique, et donc finalement notre cerveau il s'adapte à notre environnement. Bon, après, si vous avez cliqué sur la miniature de la vidéo pour voir cette vidéo, j'imagine que c'est pour en apprendre un peu plus que ce que je vous ai dit. Donc on va rentrer dans le détail. Tout d'abord, il faut savoir que la plasticité cérébrale elle est causée par une interaction entre notre organisme, donc plus particulièrement notre cerveau, et notre environnement. Et quand je dis environnement, c'est au sens très très large. C'est à la fois notre environnement social, extérieur, biologique ou n'importe quoi, mais également notre environnement interne. En l'occurrence, l'influx nerveux. Oui, le potentiel d'action est en partie responsable de la plasticité cérébrale. Enfin, plus particulièrement, c'est lui qui initie ce phénomène, en partie. On distingue deux types de plasticité cérébrale. D'un côté, on a la positive, et de l'autre, on a la négative. La plasticité cérébrale positive, elle correspond à celle qui a un effet bénéfique sur notre organisme, qui nous permet donc d'augmenter nos performances cognitives, physiques, etc. Et elle est causée par ce qu'on appelle des facteurs d'enrichissement. Par exemple, une leçon qu'on doit apprendre ou un entraînement intensif physique. De l'autre côté, on a la plasticité cérébrale négative. Elle est moins cool. Elle correspond à la plasticité cérébrale qui a un effet délétère ou néfaste sur notre cerveau, sur notre organisme, mais plus largement sur notre fonctionnement. Elle est causée par ce qu'on appelle des facteurs de risque. Typiquement, un exemple, c'est la drogue. Ouais, globalement, être addict, c'est apprendre que la drogue, c'est sympa. Bon, sauf qu'en vrai, c'est sympa qu'à très très court terme, et c'est tout. Sur le long terme, non. Être addict à la coke ou à autre chose, non, c'est pas cool. Hein. Mais ça, vous inquiétez pas, je garde ce sujet pour une autre vidéo. En disant ça, j'ai toujours pas expliqué finalement ce qu'a observé Reisman en 1969. Le père de la plasticité cérébrale avait en effet observé que le cerveau était capable de constituer de nouvelles synapses avec le temps. Finalement, ça se rapproche un peu d'un phénomène de croissance, ou d'une mécanique similaire. Et ce qui est vachement cool du coup, c'est qu'on trouve des hormones de croissance qui sont justement impliquées dans ce phénomène de plasticité cérébrale. Je vous présente les neurotrophines. Les neurotrophines, elles sont globalement impliquées dans 3 fonctions principales qui vont être la survie, le développement et le fonctionnement global des neurones. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement. Et pour ça, je vais vous parler de 2 de ces protéines, le BDNF et la NT3. Ouais, les noms sont pas très cool, mais bon, c'est des acronymes quoi. Toutes les 2 sont ce qu'on appelle des hormones de croissance, et plus particulièrement des hormones de croissance neuronales, c'est-à-dire qu'elles sont impliquées dans la croissance des neurones.
Il y a 3 critères à remplir pour considérer qu'une protéine ou qu'une autre substance est un facteur de croissance synaptique. En l'occurrence, toutes les neurotrophines les remplissent. Ces 3 critères sont: premièrement, il faut que leur sécrétion soit régulée par l'activité neuronale. Et ça, c'est le cas via l'influx nerveux. Deuxièmement, ces protéines, elles régulent des aspects neurofonctionnels qui, eux, régulent le fonctionnement du neurone. Et enfin, les neurotrophines et leurs récepteurs spécifiques sont au bon endroit et au bon moment pour qu'à chaque fois, il y ait de la plasticité cérébrale. Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de ces protéines. Tout simplement parce que déjà, c'est hyper complexe, qu'il me faudrait déjà 3 ans pour comprendre tout. Mais surtout, ce qui m'en empêche, c'est ça. Ouais, 748 000 recherches sur Google Scholar quand je tape Neuronal Plasticity. Et c'est sur les 20 dernières années. Donc en gros, il y a eu 748 000 articles scientifiques qui ont parlé de près ou de loin de la plasticité neuronale. Donc ouais, quand je dis qu'il me faut vraiment 3 ans pour tout comprendre, c'est pas une blague. Parce que déjà, tout ce que j'ai compris... ce n'est même pas 1% de tout l'ensemble. Bon, ce qui est intéressant à savoir tout de même, c'est pourquoi est-ce que ce nombre, il est si élevé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la recherche scientifique est très avancée et qu'on recherche à savoir spécifiquement quelle est l'action et comment est-ce que ces neurotrophines fonctionnent, dans quelle aire spécifique du cerveau et avec quels récepteurs. Bon, je vais être honnête avec vous, il y en a une dizaine de neurotrophines et donc une dizaine de récepteurs qui lui leur sont spécifiques. À ça, faut rajouter qu'il y a plus de 50 aires dans le cerveau. Donc, non. Ça fait beaucoup trop de trucs à rechercher. Et encore, ça se pareil, c'est qu'une partie. Donc aujourd'hui, je vais vraiment m'arrêter au fonctionnement global des neurotrophines. De toute façon, je sais que ce ne serait pas intéressant, à la fois pour vous et également pour moi, de connaître exactement leur fonction. Pour faire assez simple, les neurotrophines, donc comme le BDNF ou la NT3, sont sécrétés uniquement quand on a une activité neuronale, c'est-à-dire un potentiel d'action. La neurotrophine, elle va être sécrétée par le neurone présynaptique. Et la neurotrophine, ensuite, va se fixer sur des récepteurs qui sont situés sur les dendrites du neurone postsynaptique. On sait que la fixation de ces neurotrophines sur leurs récepteurs permet une augmentation de l'excitabilité des neurones postsynaptiques, que ce soit sur le court terme, c'est-à-dire grosso modo quelques minutes à quelques heures, mais également sur le long terme, c'est-à-dire des jours ou plus. Pour avoir cette augmentation d'excitabilité, il faut pour cela qu'on ait des changements dans l'expression des gènes et également des changements dans la morphologie et dans la connectivité synaptique du neurone postsynaptique. Et je vous laisse deviner qui s'en charge. Ouais, c'est toujours la neurotrophine, enfin les neurotrophines. On sait également que les neurotrophines ont des effets sur la transmission synaptique. Typiquement, la NT3 augmente la transmission synaptique jusqu'à 6 fois plus que d'habitude. Cet effet sur la transmission synaptique, lui, il dure des jours. Et potentiellement, il dure jusqu'à la fin de vie du neurone. Donc, c'est plutôt un effet qui est très robuste. Cet effet sur la transmission synaptique, il est dû à des modifications dans les canaux ioniques qui sont, eux, responsables de la transmission d'informations, c'est-à-dire de la transmission du potentiel d'action à travers tout le neurone. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est évidemment que cet effet de la plasticité cérébrale est présent dans le cerveau, dans l'encéphale, c'est-à-dire le système nerveux central, mais il est également présent dans le système nerveux périphérique, c'est-à-dire tous les nerfs qui innervent le reste du corps. Typiquement, ça va être des tissus comme les organes, comme des os, ou alors comme des muscles. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que si on augmente la communicabilité entre une cellule musculaire et son motoneurone, potentiellement, on peut avoir des effets, par exemple, sur la coordination entre les yeux et les mains. Et ça vous rappelle pas des jongleurs, par hasard?
Et en plus de ça, pour toujours continuer sur l'exemple des cellules musculaires, en théorie, on pourrait renforcer ainsi la puissance des muscles. Enfin, puissance, ça sera un grand mot, mais en tout cas, on les renforcerait. Enfin, dernier aspect à voir, ça va être la mémoire. On sait qu'on a des zones dans le cerveau qui sont spécifiques, ou en tout cas qui sont particulièrement impliquées dans la mémoire. On a notamment l'hippocampe. Souvenez-vous de nos chauffeurs de taxi londoniens qui avaient un postérieur qui était plus gros que le reste de la population. Enfin, quand je dis postérieur, je parle de leur hippocampe, pas de leur derrière. Ça, j'ai pas été vérifié et j'en ai pas spécialement vu. Bon, revenons à notre hippocampe et à notre mémoire. Eh bien, figurez-vous que la plus grosse concentration de BDNF qu'on retrouve dans le cerveau, justement, elle est dans l'hippocampe. Et ça, c'est vachement intéressant pour expliquer justement ce qu'est la mémoire. En fait, la mémoire, ce n'est pas comme un ordinateur. Enfin, du moins, elle n'est pas celle d'un ordinateur. Dans un ordinateur, pour faire assez simple, plus vous augmentez votre nombre de gigaoctets et plus votre mémoire, elle est grosse. Dans le cerveau, c'est pas tout à fait ça finalement, parce que il suffit pas d'augmenter le nombre de neurones, il suffit d'augmenter la qualité et, un peu la quantité, j'avoue, des connexions synaptiques entre ces neurones. Et c'est ça qui explique justement la mémoire. Et finalement, c'est un peu ce qu'on observe dans l'intelligence artificielle avec tous les circuits neuronaux artificiels qu'on développe. Mais bon, ça, c'est pareil, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Revenons toujours sur nos neurotrophines. Ce qui est vachement intéressant, c'est que, globalement, dans l'hippocampe, on sait comment potentiellement booster cette production de neurotrophines. Qui dit booster la production de neurotrophines dans le cerveau dit forcément augmenter la mémoire. Et ça, on sait le faire. Et ça, je garde pour une prochaine vidéo. Et oui, c'est un bon cliffhanger. N'hésitez donc pas à vous abonner si jamais vous ne voulez pas rater les vidéos suivantes, que ce soit, comme je l'ai dit dans toute la vidéo, en tout cas je me souviens de l'addiction, des circuits neuronaux et également du boost de mémoire. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, moi ça me ferait plaisir, et puis n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié dans la vidéo, ce que vous préférez dans ce type de format. N'hésitez pas non plus à me dire si la nouvelle caméra que j'ai achetée donne des effets plutôt intéressants. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine.